Figurez-vous un Américain lambda qui serait au chômage depuis un certain temps. Nous l'appellerons John. Depuis des mois, il recherche un emploi. Entre-temps, les aides publiques lui permettent d'assumer le loyer, les factures et son alimentation. Il finit enfin par trouver un poste. Enthousiaste, il touche son premier salaire et pense que sa situation est en passe de s'améliorer. Or, ce revenu dépasse à peine le seuil qui entraîne la perte des aides, tout en restant insuffisant pour compenser ce manque. De nouvelles charges s'ajoutent, comme les frais de transport et la garde d'enfants durant ses heures de travail. Au terme de ce calcul, il constate qu'il dispose en réalité de moins d'argent qu'auparavant. Ce n'est pas qu'un désagrément, c'est un phénomène réel, nommé piège de l'aide sociale. Il s'inscrit parmi de nombreux mécanismes qui maintiennent environ 1 milliard d'individus dans la pauvreté à l'échelle mondiale. Aux États-Unis seulement, plus de 35 millions de personnes sont concernées. La question se pose alors, le rêve américain est-il illusoire ? John, pour sa part, n'y voit pas un mensonge. Il reste convaincu que le travail finira par le sortir de la précarité. Toutefois, à ce stade, son revenu couvre à peine son loyer et ses factures, ce qui l'amène à restreindre ses besoins essentiels, notamment alimentaires. Le problème est que se nourrir de manière inadéquate ne provoque pas seulement la faim. Cela diminue aussi la capacité de travail. Une alimentation insuffisante engendre une fatigue constante et rend plus difficile la concentration ou l'acquisition de nouvelles compétences. En conséquence, la productivité s'en trouve réduite. Dans ces conditions, aucune progression n'est possible. Vous demeurez enfermé dans une succession d'emplois faiblement rémunérés, sans pouvoir accéder aux ressources nécessaires pour viser un poste mieux payé. S'ajoute à cela la question des soins médicaux. Lorsqu'on vit dans la précarité, l'essentiel des revenus est absorbé par les dépenses courantes. Consulter un médecin devient alors un luxe, sauf en cas d'urgence. Or, au moment où l'intervention devient inévitable, un trouble mineur s'est souvent aggravé. Ce qui aurait pu être traité simplement et à faible coût se transforme en problème sérieux et onéreux. Les absences au travail s'accumulent, les factures médicales s'alourdissent et la situation se détériore davantage. Considérez ensuite l'éducation. Nombreux sont les Américains qui terminent leurs études supérieures déjà criblés de dettes. Ils acceptent alors tout emploi disponible, même sans lien avec leur qualification, afin de rembourser leurs prêts étudiants. Une étude indique qu'un an après l'obtention de leur diplôme, 52% des diplômés occupent un poste inférieur à leur niveau. 10 ans plus tard, environ 45% restent dans cette impasse. Ces cycles persistants s'expliquent notamment par la courbe de capacité. Lorsqu'une situation financière est déjà stable, un revenu supplémentaire favorise la progression. En revanche, dans la pauvreté, ce même apport sert avant tout à subsister. Logement, alimentation, charges et dettes, rendant toute ascension bien plus exigeante malgré des efforts équivalents. Mais d'où provient la pauvreté ? Deux perspectives permettent de l'appréhender. À l'échelle macroscopique, certaines causes s'enracinent dans des injustices anciennes dont les effets perdurent. À l'échelle individuelle, 5 facteurs majeurs contribuent aujourd'hui à y plonger de nombreuses personnes. Le chômage de longue durée, l'endettement, le défaut d'instruction, les traumatismes et la désagrégation familiale. Ces éléments ne surviennent presque jamais isolément. Ils tendent à se cumuler, chaque difficulté aggravant la suivante, jusqu'à former un enchevêtrement d'obstacles particulièrement ardus à surmonter. C'est pourquoi près d'une personne sur 10 aux États-Unis vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec des revenus annuels d'environ 38 000 $ ou moins. John appartient à ce groupe, sans pour autant renoncer à l'espoir. Et cela se comprend aisément. Comme beaucoup, il a grandi en observant son grand-père incarner le rêve américain traditionnel. Celui-ci, après ses études, avait rapidement obtenu un emploi stable en usine. Et, quelques années plus tard, un seul salaire suffisait à couvrir les besoins essentiels. Au milieu des années 60, il avait acquis une modeste maison à 3 chambres pour environ 12 000 $, l'avait remboursée progressivement et y avait fondé sa famille. À l'approche de la soixantaine, il disposait d'une pension, d'un logement entièrement payé et d'une existence régie par une règle simple. Travailler dur permettait d'améliorer sa condition. John pensait naturellement suivre la même trajectoire. Pourtant, à mesure qu'il vieillit, cet objectif lui semble de plus en plus difficile à atteindre. Les études indiquent que près de la moitié des Américains croient encore en la possibilité du rêve américain. Toutefois, les données dressent un constat bien différent. Aujourd'hui,
Améliorer sa situation financière s'avère nettement plus ardu qu'autrefois. La mobilité sociale aux États-Unis figure désormais parmi les plus faibles jamais observées. Autrement dit, plus une personne grandit dans la pauvreté, plus elle risque d'y demeurer à l'âge adulte. Si aucune évolution n'intervient, certains spécialistes estiment que le pays pourrait cesser d'être un lieu où l'effort individuel permet de façonner son avenir économique. Il tendrait plutôt vers un modèle où la destinée se fixe dès la naissance. Les enfants riches restent riches, tandis que les enfants pauvres restent pauvres. Au cours des 30 dernières années, les revenus ont été redistribués de manière de plus en plus inégale. La part captée par le centile supérieur a approximativement doublé. Parallèlement, les revenus des Américains en âge de travailler ont stagné ces dernières années, enregistrant leur progression la plus faible depuis les années 2010. Si l'on considère le pouvoir d'achat réel, c'est-à-dire ce que ces revenus permettent effectivement d'acquérir, la croissance observée figure parmi les plus faibles de la dernière décennie. Revenons à John. Malgré les heures supplémentaires, il demeure incapable d'acquérir un logement, tandis que le coût des courses ne cesse d'augmenter. Lorsqu'il observe son patron, le contraste est frappant. Costumes de marque impeccables, plusieurs véhicules et l'achat régulier de nouvelles propriétés. Dès lors, une question s'impose à lui. Cette différence s'explique-t-elle uniquement par un salaire plus élevé? En réalité, la situation est plus complexe. Le rêve américain tend aujourd'hui à paraître illusoire, mais surtout pour les gens les plus modestes. Alors que la majorité subit de plein fouet la hausse des prix et la contrainte budgétaire, les plus aisés tirent une rente de leurs possessions préalables. Concrètement, le salaire de John est absorbé par les dépenses essentielles comme la nourriture, le transport et le loyer, et l'inflation empêche toute réelle progression. À l'inverse, son employeur, disposant d'un patrimoine initial, détient des actions ou des biens immobiliers dont la valeur augmente souvent avec l'inflation. Ainsi, loin d'être pénalisé, il assoit sa richesse. De cette manière, l'écart entre riches et pauvres s'est continuellement accentué aux États-Unis au fil des décennies. En 2021, le centile supérieur détenait près d'un tiers de la richesse du pays, tandis que la moitié inférieure de la population n'en possédait qu'une part infime, autour de 2 à 3%. Ce constat peut sembler accablant. Pourtant, renoncer n'est pas une option pour John. Il reste possible de sortir de la pauvreté, notamment en acquérant une compétence précise et recherchée localement, en privilégiant des modes d'apprentissage accessibles, tels que des formations publiques, des ressources en bibliothèque ou des contenus pédagogiques en ligne. Cette approche a toutefois ses limites. Il n'existe pas de solution universelle. La pauvreté revêt des formes diverses selon les individus, et une stratégie efficace pour l'un peut s'avérer inutile pour l'autre. Dès lors, élaborer une réponse globale adaptée à tous relève presque de l'impossible. Mais bon, ce n'est pas une raison de baisser les bras, n'est-ce pas ?